You, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, on a une annonce à vous faire aujourd'hui avant de débuter donc la foire aux questions. Voilà, et donc en fait l'annonce elle consiste en notre changement d'itinéraire. Donc on s'est posé la question de l'Amérique du Sud et en fait voilà, on a pris la décision, on a longuement réfléchi, mais on a pris la décision de se consacrer plutôt à l'Amérique centrale et puis refaire un petit bout d'Amérique du Nord et de ne pas aller en Amérique du Sud lors de ce voyage, peut-être y aller plus tard dans le futur. Ouais, on refera sans doute un voyage d'ici environ 5 ans pour faire uniquement l'Amérique du Sud. On va quand même vous expliquer en quelques mots donc les raisons principales qui ont fait qu'on a fait ce choix justement. Oui, donc en fait, ici depuis qu'on est dans le centre du Mexique, c'est vrai qu'on roule pas mal. Il faut savoir que les routes sont pas toujours évidentes. On peut pas rouler la nuit pour des questions de sécurité. Donc c'est vrai que ça fait des journées qui sont parfois assez stressantes et qui nous empêchent aussi de vraiment profiter de ce voyage. Si on passe du temps sur la route, c'est pas non plus du temps qu'on peut passer à profiter avec les enfants, à profiter des endroits, à visiter. Donc en fait on s'est tout simplement rendu compte que d'un point de vue timing on avait été un peu ambitieux et on ne veut pas mettre de côté en fait l'Amérique centrale parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous plaisent énormément et qu'on a envie de voir. Donc voilà, on a tout simplement choisi de changer d'itinéraire et je pense que toute la famille s'en porte très bien et on va dire très contente de ce choix. Et nous, ça nous permettra de profiter un peu plus des endroits aussi dans lesquels on s'arrête. Voilà, donc ça c'était la première raison, c'est de pouvoir faire l'Amérique centrale à fond. La deuxième raison, c'est de pouvoir faire l'Amérique du Sud à fond. On se rend compte qu'en 4-5 mois, c'est absolument impossible de faire tout. Même en une année, je pense qu'on ne peut pas tout faire. Mais on refera un voyage d'une année pour faire un maximum en Amérique du Sud. Et la troisième raison, c'était d'ailleurs aussi l'objet d'une question dans la FAQ, c'est la situation politique pour l'instant dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc vous l'aurez peut-être vu aux informations, mais la situation notamment en Bolivie, au Chili et maintenant en Colombie, c'est assez tendu. Donc peut-être que d'ici 2-3 mois ce sera réglé ou peut-être pas. Et donc justement nous on a pris le choix, ça nous a juste conforté encore plus dans l'idée d'attendre pour découvrir l'Amérique du Sud. Voilà, donc alors on va mettre à jour l'itinéraire et puis je vous le mets, donc j'essaye de vous le mettre ici je sais jamais, là ou là. Et puis si jamais je n'y arrive pas, en description, je vous le mets de toute façon. Donc on a fait notre itinéraire sur mon planificateur à contresens et puis comme ça vous pourrez voir tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on compte faire après. Donc en fait en gros on va descendre toute la côte Caraïbe jusqu'au Panama. Et ensuite, on remontera toute la côte Pacifique pour revenir sur le Mexique et repasser la frontière américaine. Et là, comme ça, on pourra faire quelques États qu'on n'avait pas fait au départ, comme le Texas, la Louisiane, le Mississippi, la Floride qu'on connaît déjà, mais on redécouvrira ça ensemble, et la côte Est des États-Unis. Voilà pour ce qui est de notre changement de plan. Alors, on y va pour les questions. Alors je me rappelle que la première question, si tu veux commencer, c'était tout ce qui avait en lien avec le budget. Le budget, oui. Donc budget du voyage, plus comment on a financé le voyage et donc comment on vit quoi. Donc par rapport au budget, nous on s'est fixé un budget de plus ou moins 3 000 € par mois pour les 12 mois de voyage. En sachant que les 3000 c'est une moyenne dans le sens où on sait que certains pays d'Amérique du Nord tels que le Canada et les États-Unis vont coûter plus cher et que dans d'autres pays, en Amérique centrale, on va s'y retrouver dans le sens où on va dépenser un peu moins d'argent.
Donc les 3 000 euros sont une moyenne, donc on table sur plus ou moins 36 000 euros de budget pour la vie. Pour l'argent de poche. Pour l'argent, ouais, c'est ça. Tout ce qui est dépenses, on va dire, quotidiennes pour la famille. Ensuite, on a les 2 shippings. Donc en plus, il faut rajouter certaines choses. C'est ça. Donc en plus, on a les shippings. Donc ici, on aura shippé une fois de la Belgique vers Halifax et au retour de Baltimore vers la Belgique aussi. Donc l'avantage, c'est que ici, on gagne un shipping on va pas shipper du Panama vers la Colombie, étant donné qu'on ne va pas en Amérique du Sud. Et ce shipping-là est très cher. En fait, il est aussi cher que le shipping pour traverser l'Atlantique. C'est ça. Donc pour traverser ce qu'on appelle le Darien Gap, c'est très très cher. Il n'y a pas beaucoup de bateaux non plus. Et c'est ça qui nous avait aussi forcé un petit peu à changer d'itinéraire. En fait aussi, juste en 2 mots, parce que je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant, c'est qu'entre le Panama et la Colombie se touchent par voie terrestre, mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas du tout de route entre ces 2 pays. Donc pour passer d'un pays à l'autre, on est obligé soit de prendre un avion, soit de prendre un bateau. C'est une zone uniquement de jungle qui est gérée par les narcotrafiquants. Donc même si on avait envie de s'y aventurer, on ne pourrait pas parce qu'il n'y a pas de route. Donc, voilà. Oui. Donc voilà, par rapport au shipping, on table sur plus ou moins 4 500 euros par shipping. Les 4 500 euros comportent le shipping plus les assurances aussi qui sont liées, on va dire, au shipping. Parce que quand on fait un shipping, donc par exemple pour un véhicule en mode ce qu'on appelle roll-on, roll-off, donc RORO, on monte le véhicule sur le bateau. En fait, on n'a pas d'assurance à proprement dit pendant le voyage. Donc si le bateau coule, vous perdez la totalité de votre argent et de votre véhicule. Donc ici, assurance comprise, pour la valeur du véhicule, on est à 4 500 euros par shipping, donc ça fera 9 000 euros sinon, pour les on dit pour les peut-être 2 sans assurance. Sans assurance, on était à 3 200 plus ou moins. En fait, ils calculent, c'est le cubage du véhicule, donc c'est par rapport au volume. Et voilà, c'est un prix qui est lié à la taille du véhicule et au volume. Donc on est à 4 500 par shipping, donc 9 000 euros. 9 000 euros. Les billets d'avion, donc aller-retour vers les États-Unis, on a tablé plus ou moins sur 1 400 euros par voyage, donc pour la famille. Donc on est à 2 800 euros. Ensuite, les assurances santé, donc nous on a travaillé avec Chapka. Chapka, donc pour les 12 mois, Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Nord, ça représente 2600 euros. Oui, 2600 euros. L'assurance du véhicule, donc il faut savoir que nous en Suisse on a la possibilité d'avoir une assurance qu'on appelle casco pour le véhicule partout dans le monde. Donc c'est à dire que la valeur du véhicule est garantie en cas d'accident ou de casse, voilà, de détérioration. Donc, mais par contre on n'a pas de responsabilité civile. Donc pour la casco du véhicule, donc pour la garantie on va dire de la valeur du véhicule, là on est à 2000 francs suisses par année, donc allez, 1800 euros, 1900 euros. Et donc après on doit prendre des responsabilités civiles dans chaque pays, en sachant que pour le Mexique, les États-Unis et les USA, il y a des sociétés américaines qui proposent des assurances qui sont assez faciles à prendre. Nous on a travaillé avec Progressive et Lewis & Lewis pour le Mexique. Et par contre pour l'Amérique centrale, après ça dépend, parfois c'est en rentrant en fait dans le pays, à la frontière, on doit prendre une assurance. Donc là on est à 1000 euros plus ou moins d'assurance pour l'ARC. Donc on se retrouve avec un total de 54 000 euros pour l'ensemble du voyage, ce qu'on a plus ou moins budgétisé. Billet d'avion et shipping compris. Ouais. Voilà. Alors en sachant qu'on avait absolument tout le matériel nécessaire avant de partir, tous les produits de soins, les médicaments, tous les vêtements, tout le matériel sportif. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas acheter pendant le voyage. Ouais. Alors ensuite, comment est-ce qu'on a financé ça? D'une part, nous on a mis notre appartement en location, donc c'est-à-dire qu'on a le revenu de l'appartement qui génère un revenu une partie du revenu pour le voyage. Donc en Suisse on est propriétaire, quoi. Voilà, en Suisse on est propriétaire et également on a mis de l'argent de côté, on a revendu la voiture de Jennifer. Donc voilà comment on a financé ici ce voyage. Alors ensuite, deuxième question, planifie-t-on les endroits que l'on veut visiter?
Alors, en gros, oui. C'est-à-dire qu'on a fait avant de partir notre itinéraire donc sur mon planificateur à contresens, qui nous permettait d'avoir un fil conducteur, de savoir plus ou moins à quelle date on devait se trouver à tel endroit, et avec les coups de cœur, les immanquables pour nous. Mais bien sûr, au fur et à mesure du voyage, on discute avec des voyageurs, avec surtout les locaux, et eux nous donnent plein de tuyaux supplémentaires. Donc voilà, on a un fil conducteur, mais tout n'est pas fixé, quoi. Alors ensuite, pendant combien de temps a-t-on organisé le voyage? Moi, ça fait à peu près 2 ans qu'on y pense et qu'on met ça en place. Donc je pense que oui, 2 ans pour préparer le voyage, c'est plus ou moins ce que nous on a mis. Ouais. Alors, comment a-t-on pris la décision de partir? D'où vient cette envie et pourquoi l'envie de partir avec des enfants? L'envie, elle vient surtout de moi à la base. Donc depuis que je suis adolescente, j'ai envie de faire un tour du monde. C'est vrai que le moyen de transport du camping-car, j'ai toujours trouvé ça sympa en fait d'avoir sa maison sur le dos, de partir, de pouvoir s'arrêter où on veut. Et sincèrement, avec les enfants, on trouve que c'est quand même vraiment un super bon compromis, quoi. Le fait qu'elles puissent avoir les repères, le même lit chaque soir, c'est quand même vraiment appréciable. Donc voilà d'où ça vient, et puis donc ça remonte à très longtemps. Après, Cédric et moi, on a acheté un camping-car il y a quelques années, 3-4 ans, et en fait, on a visité pas mal l'Europe avec le camping-car. On s'est rendu compte que ça nous plaisait beaucoup. Et donc voilà, on s'est dit pourquoi pas se lancer, ça y est, c'était le bon moment. Et donc voilà, on s'est lancé dans ce projet fou de voyage et on est super heureux. Alors ensuite, pour toi, comment se passent les études des filles? Combien de temps par jour et avec quel support? Bon, pour Violette, en fait, étant donné qu'en Suisse, elle ne serait pas encore scolarisée, qu'il rentre à l'école à partir de 4 ans ou 4 ans et demi, en fait, elle, on n'a pas vraiment de support, il n'y a pas vraiment de programme, c'est-à-dire qu'elle apprend sur le tard, elle voit plein de choses. On a quand même quelques petits livres d'école enfantine pour lui apprendre à compter, lui apprendre les lettres. Et donc voilà, mais c'est vraiment sous forme de jeu, et ludique, quoi. Et ça se passe très très bien. Pour Juju, en fait, elle a été un peu déscolarisée. On l'a sortie du système scolaire suisse. En sachant que pour qu'elle puisse continuer, on doit suivre le plan d'études roman, puisque nous on veut retourner en Suisse après ce voyage, et elle veut réintégrer l'année dans laquelle elle était, donc avec ses copines. Donc en fait, elle doit suivre le plan d'études roman. Donc pour ça, on a pris contact avec la doyenne de l'école. Pris contact avec la directrice de l'école, et elle nous a transmis donc tous les livres, et elle nous a donné la liste des livres utilisés par les professeurs dans l'année pour les options de Ju, et on a simplement acheté les livres, et puis on se base donc sur ça pour faire le programme. Voilà, et donc oui, on se base là-dessus. Ensuite, en termes de temps, on lui donne plus ou moins entre 2h et 2h30 de cours par jour, sous forme d'exercice, sous forme de théorie. Enfin, ça peut changer. On essaye aussi de jumeler ça avec les temps de voyage. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on a des visites, quand on a des journées qui sont chargées, de lui donner les cours. Donc parfois, on n'est pas hyper rigoureux sur les cours, mais on essaye quand même de, sur une semaine, lui donner l'ensemble des cours, sachant qu'elle a 5 cours à recevoir. Elle a du français, de l'italien, de l'anglais, de l'allemand et des maths. Donc c'est là-dessus qu'elle sera évaluée quand elle rentrera en août. Et donc on essaye que sur la semaine, elle ait vu la matière et la totalité des cours qu'on a à lui donner. Voilà, rien n'est figé, mais par contre, on essaie de lui donner tous les jours un petit peu. Alors, ensuite, prochaine question. Qu'a-t-on aimé le plus pour l'instant? Quels endroits, quels pays? Tu veux d'abord répondre? Oui, alors moi je vais peut-être répondre. Donc c'est vrai quelle ville? Il y avait une autre question aussi, c'était coup de cœur pour des villes, donc on va regrouper tout. Ouais. Mais moi j'ai vraiment bien aimé Chicago. Et donc la ville de Chicago pour moi c'est un coup de cœur parce que je m'attendais pas du tout à ça, et c'est vrai que la ville est super, très agréable, au bord du lac, donc c'est vraiment un chouette endroit.
coup de cœur pour moi. Après, au niveau des endroits qui sont restés un petit peu gravés, ce sont bien sûr les parcs nationaux américains. Il y a énormément de parcs, mais il y en a qui sont vraiment magnifiques. Sequoia, Yellowstone, ce sont des parcs superbes et énormément de souvenirs là-bas. Et après, le sud de la Baja California aussi, pour la plongée. La Paz est une jolie ville, donc moi j'aime bien aimer aussi le sud de la Baja California. Bon, et puis il le dit pas, mais son gros coup de cœur, mais il ne le dit pas parce qu'il connaissait déjà l'endroit, c'est la Californie. Oui, j'aime bien Cédric, la Californie. Voilà, en tant que surfeur, toute la côte californienne, il était aux anges, mais il connaît déjà la Californie, donc voilà. Alors moi, en termes de ville, mis à part New York, parce que je connaissais déjà New York, donc effectivement Chicago et Toronto, j'ai vraiment adoré ces deux villes. Ensuite, je rejoins un peu Ced. Moi, c'est aussi, en fait, c'est la faune, quoi. C'est la rencontre avec les animaux dans leur milieu naturel. Donc, chaque endroit où on a pu voir des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, les baleines au Canada, les ours dans le parc de Sequoia, les bisons à Yellowstone, les orignaux aussi. Les orignaux, c'était au parc de Rocky Mountain. Et puis les requins-baleines au Mexique, on a nagé avec les lions de mer, enfin tout ça c'est des moments absolument magiques et c'est ceux-là que je garde en mémoire. Alors ensuite, donc itinéraire, donc ça on vous l'a déjà expliqué plus ou moins, donc on vous met le lien en description. Pourquoi ce voyage, cette destination précisément ? Mais en fait, on avait tablé sur une année. Enfin, on savait que nous, on pouvait partir une année par rapport à l'école, par rapport aussi au travail. Donc, en fait, une fois qu'on avait défini donc la durée du voyage, on s'est posé la question où on pourrait voyager. On avait aussi le mode de transport. On avait le mode de transport, oui, en camping-car, bien sûr. Avec la durée et le mode de transport, on savait qu'on ne pouvait pas faire 3 continents, quoi. C'est pas comme si on était en sac à dos et avion, c'est complètement différent. Oui, donc c'est ça. En fait, le but c'était de faire un continent, en essayant de limiter peut-être aussi les shipping. Et donc voilà, je pense que ça a été assez clair pour nous de commencer par l'Amérique. Les filles étaient ravies aussi de faire l'Amérique du Nord surtout, parce que les États-Unis, ça plaisait énormément à Juju avec les différents parcs, les parcs d'attractions. Donc c'était aussi assez facile pour elle de se projeter et puis de la convaincre. Donc je crois que le choix a pas on n'a pas mis longtemps pour se décider. On avait aussi envie de voir pas mal de choses en Amérique du Sud. Bon, malheureusement on le fera pas lors de ce voyage, mais on le fera sans doute plus tard. Quelques années. Donc mais c'est vrai que ça s'est décidé un petit peu comme ça et assez rapidement finalement. Alors ensuite, bilan du voyage en camping-car, les plus, les moins. Je réponds à celle-ci. Oui. Donc, alors pour nous, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de plus. Donc, le fait d'avoir sa maison toujours avec soi, les repères pour les enfants. Donc, nous, on est vraiment très contents de notre véhicule. Mani est absolument top. On va partout. Le fait d'avoir le 4x4, ça nous a vraiment permis d'aller dans des pistes, des endroits où on n'aurait jamais pu aller si on n'avait pas eu ce genre de camping-car. Il est hyper bien pensé, il est fonctionnel. On n'a eu aucun souci, ni mécanique, on n'a eu aucun souci avec lui depuis le début, donc c'est quand même vraiment confortable. Et puis les moins, je dirais peut-être juste le fait qu'on soit tous toujours confinés dans quelques mètres carrés. On peut forcément, il n'y a aucune possibilité d'avoir son espace personnel. Donc moi parfois qui aime me retrouver seule, j'aime bien aussi la solitude de temps en temps, forcément c'est un peu plus compliqué, mais c'est tellement de bonheur au quotidien que franchement après, ça va très bien. C'est pendant un peu les périodes de stress, et les périodes de stress elles sont où c'est passage de frontières, c'est quand on est dans des villes ou des endroits qui sont un peu moins sécures. Donc voilà, c'est sûr que quand le stress monte, quand la fatigue est là, quand on fait des longues routes, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de changer un peu d'itinéraire, c'est pour pouvoir prendre le temps et être moins stressé et pouvoir profiter tout simplement. Donc voilà, mais sinon c'est vrai que c'est très positif. Alors, donc question suivante, l'Europe ne vous manque-t-elle pas ? Donc ça c'est une question de mon filleul Andrew, Loulou.
Je te fais plein de gros bisous. Donc l'Europe en tant que telle, moi ne me manque pas. Par contre, comme on en discutait avec Seth justement hier, en fait moi j'aime beaucoup chaque saison. J'adore l'été, la plage, le soleil, mais j'aime autant l'automne, le printemps, et j'aime beaucoup l'hiver, la neige, les marchés de Noël, le vin chaud. Donc en fait l'ambiance de Noël dans le froid, ça me manque pas mal. Donc voilà, Noël au soleil, ça va être marrant une année, mais je sais que je voudrais pas faire ça tout le temps. Et puis sinon forcément ma famille et mes amis proches me manquent, ça c'est normal. Mais mis à part ça, l'Europe en tant que telle, pour l'instant, moi je ne ressens pas de manque. Non, pour moi non plus. C'est vrai que moi j'aime bien voyager aussi, et donc je pense que je m'adapte assez bien dans les pays. Moi, la mer, la chaleur, ça me convient bien, même si j'adore l'hiver, j'adore la neige, mais je ressens pas du tout de manque par rapport à ça. Voilà, la seule chose c'est qu'on est un peu loin de la famille, un peu loin des amis, donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu difficile, mais sinon la situation géographique et l'Europe, ça me manque pas. Alors, allez-vous prolonger votre voyage ou la date de fin est définitive ? Je vais répondre. Ouais. Donc en fait le voyage c'est figé, donc on sait qu'on doit revenir fin juillet pour que Ju puisse passer ses examens en août, et nous également on reprendra le travail donc août-septembre. Donc voilà, on a pris un congé sans solde, on n'a pas démissionné, et donc en fait on doit rentrer en Suisse pour le travail. Donc pas de prolongement possible. Par contre, un prochain voyage, ça sans doute. Est-ce que le voyage a aidé Ju dans l'apprentissage des langues? Est-ce que ça lui donne envie? Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans quelques vidéos, Ju, elle est très timide. Alors, est-ce que c'est l'âge aussi en plus? Donc, elle a 12 ans. Maintenant, ça a toujours été une enfant assez discrète et timide. Donc en fait, ça lui donne envie. Mais aller vers les autres pour essayer de discuter, voilà, ça va avec son caractère plutôt très discret et timide. Donc je pense que ça l'aide de toute façon, parce qu'elle nous entend parler, parce qu'on la force aussi un petit peu aux États-Unis. Elle devait aller commander dans les restaurants, ce genre de choses. Mais c'est vrai que d'elle-même, elle ne va pas forcément discuter avec des gens de par sa timidité. Ouais. Donc Ju n'est pas là pour répondre avec nous aux questions parce qu'elle ne le souhaite pas. Donc comme on l'a déjà expliqué, voilà, c'est lié à sa timidité. C'est pas qu'elle fait la tête ou autre chose. On a déjà pu lire des commentaires. Après, je pense que Ju aussi est assez perfectionniste, donc c'est-à-dire que si elle sent qu'elle maîtrise pas bien, typiquement les langues par exemple, elle a du mal à faire le pas parce qu'elle sait qu'elle fait des erreurs. Ouais, elle est dans un âge quand même où elle réfléchit assez bien, donc voilà, c'est peut-être ça la freine un petit peu, mais de toute façon l'expérience elle sera quand même là, et ça l'aide quand même au final, parce que sans ça ce serait encore elle sera encore plus timide, donc elle se libère progressivement, mais ça prend un peu de temps. Par contre, Violette, elle, pas de souci, elle parle en anglais avec des copains sur les places de jeu. En fait, elle est drôle parce que parfois elle parle en français, mais avec un accent anglais, et elle a l'impression qu'ils vont la comprendre. C'est très très drôle. Avez-vous déjà voyagé en camping-car? Donc ça, on a déjà répondu. Oui. Donc on en avait un précédemment, on l'a revendu pour acheter celui-ci parce qu'il n'était pas adapté pour le voyage. Mais oui, on a déjà voyagé en camping-car. Cédric quand il était petit, aussi avec ses parents. Moi pas, mais par contre il y a quelques années, on a fait l'Italie, la Croatie, le Monténégro, la France. La Sardaigne. Ouais. Ok. Alors, est-ce que les enfants étaient enthousiastes? Donc oui. Alors comme je l'ai dit, ça faisait partie aussi on va dire de la négociation, de la discussion. Donc quand on leur a expliqué qu'on voulait voyager en Amérique du Nord, eux, on a vu que clairement l'enthousiasme était là. Violette, elle se rend pas compte. De toute façon, peu importe où on l'emmène, du moment qu'elle peut sortir, qu'elle peut jouer, elle est contente. Après, Juju était quand même motivée par les parcs, par ce qu'on allait voir en termes d'animaux, par l'Amérique. Parce que pour l'instant elle est beaucoup dans des séries ou des choses comme ça, donc elle, ça l'intéresse, New York, par le cinéma, par toutes ces choses là. Donc c'est vrai que le fait de lui dire et de lui proposer un voyage en Amérique du Nord et Amérique du Sud, même si ce sera plus Amérique du Nord cette fois-ci, et Amérique centrale. Et Amérique centrale, oui.
en fait, ça l'enthousiasmait et elle a pas, enfin voilà, ça a été très vite pour elle se décider. Et elle n'a pas vraiment freiné le voyage, quoi. Ouais. Alors elle était juste aussi un peu partagée, le fait de quitter ses copines et le fait de quitter son papa, donc qui habite en Belgique. Normalement, elle le voit au moins une fois par mois. Et donc voilà, forcément, elle était triste de quitter son papa. Mais là, il arrive vendredi, il vient la voir pour une semaine, donc elle se réjouit, c'est chouette. Alors ensuite, comment trouvez-vous les spots pour dormir ? Alors ça, on s'aide de 2 applications différentes. Premièrement, iOverlander, donc c'est une application qui a été créée par des voyageurs pour des voyageurs, qui est alimentée en permanence. Et donc c'est vraiment une mine d'infos en or, quoi. Franchement, on trouve vraiment beaucoup. En fait, ça donne des informations sur les spots, le type de spot, même pour les routes, s'il y a des barrages, s'il y a eu des endroits où on a eu des vols, où il y a eu par exemple de la corruption par rapport à la police. Donc c'est vraiment hyper ouvert comme application avec beaucoup de données. Donc c'est vrai que nous on essaye généralement d'utiliser cette application là pour trouver les spots, on va dire partie nature. Après pour la partie ville, là on a Spot Angel qui fonctionne bien pour les États-Unis et le Canada. Après on n'a pas encore vérifié le reste, ouais. Mais en tout cas Spot Angel, ça vous permet d'avoir les parkings, les zones en fait de parking qui sont libres dans la ville et qui vous permettent d'y rester gratuitement. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pas toujours évident de comprendre le système de parking parce qu'ils ont des trucs qui sont assez précis et parfois une même rue peut avoir énormément de types de parking différents. Donc voilà, mais l'application est bien faite et donc nous on se sert de ça pour faire les grosses villes américaines. Je vous mets les 2 liens dans la description, en sachant que je pense que je les ai mis en permanent dans la présentation de notre chaîne. Alors ensuite, comment gérons-nous les visites, l'école ? Bon, ça on a déjà expliqué, donc voilà, on n'est pas figé. S'il y a des visites le matin, on fait l'école l'après-midi et voilà. Alors, avant de partir, quels sont les pays que vous aviez le plus hâte de découvrir ? Alors, bon, c'est vrai que moi, les États-Unis, je connaissais un petit peu, donc c'est tellement vaste que en fait, j'étais content d'y retourner parce que j'aime bien l'Amérique du Nord et j'aime bien le Canada aussi. Donc en fait, très très content de pouvoir repartir aux États-Unis et au Canada. Après, pour moi, le Costa Rica et le Guatemala étaient des endroits aussi que j'avais vraiment envie de visiter. Et bien sûr la Colombie et aussi l'Argentine. Malheureusement on ne le fera pas cette fois-ci, mais bon ça faisait partie un peu des endroits que je voulais voir. Et moi c'était la Colombie, donc ouais, malheureusement on ne le fera pas non plus cette fois. Mais voilà, on fait tellement de choses. En fait, c'était un peu la curiosité que j'avais. C'était un pays qui m'attire beaucoup. Maintenant, c'est juste pour en tirer un du lot. Mais tous les pays qu'on découvre sont absolument géniaux. Donc, et il y a pratiquement des choses à voir dans tous les pays. Partout, pas pratiquement, partout. Oui. Ouais, il y a un ou deux pays qu'on va traverser très rapidement. Oui, le Honduras par exemple qui est pas forcément très sécure, donc on va le passer rapidement, mais mis à part ça, c'est ça. Tous les pays ont quelque chose à offrir, donc en fait, à partir du moment où on s'intéresse au pays, on trouve toujours des choses. Et donc finalement, ça éveille un peu l'envie, et je pense qu'on a envie de les voir tous. Donc, Alors, est-ce difficile de voyager avec un enfant de 3 ans ? Non, pas du tout. Alors, je pense que nous, on n'a jamais été stressés de voyager avec des enfants. On adore ça même. Violette voyage depuis qu'elle est toute petite. On avait déjà fait un voyage en Floride. Elle avait 5 mois. Elle a pris l'avion pour la première fois à 4 semaines. Julia, c'est pareil, depuis qu'elle est toute petite, je l'emmène partout. Donc non, c'est pas du tout difficile de voyager, ni avec un enfant de 3 ans, ni avec un bébé, ni avec un enfant de 12 ans, ou ni même avec un enfant tout court. C'est-à-dire que c'est juste forcément différent, hein. On va pas en boîte de nuit, on fait attention à ne pas rentrer tous les jours à minuit. Mais voilà, ça c'est le fait d'avoir des enfants tout court, c'est pas forcément les enfants en voyage. Donc non, c'est pas difficile du tout pour nous. Alors après on en est où Aimeriez-vous vous expatrier après cette belle aventure ? Donc, en fait il faut savoir que nous on est déjà expatriés, donc on est originaire de Belgique et on s'est installé en Suisse.
Donc après, pardon, il n'y a pas une volonté particulière d'aller s'expatrier ailleurs parce qu'on est bien en Suisse, mais si une occasion se présente, pourquoi pas étudier cette opportunité et puis voir si ça peut se faire. Mais là, comme ça, il n'y a pas une volonté particulière de bouger. On voyage déjà bien et donc on voit plein de choses. Mais après, la Suisse nous convient tout à fait. Voilà. On n'est pas fermé à l'idée, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Pour l'instant, on est très bien en Suisse, donc on verra plus tard. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que ça a été dur pour les filles de se séparer de leurs amis? Alors oui, pour Juju ça a été très très dur, c'était d'ailleurs trop chou de les voir le jour où on a quitté la Suisse, c'était chou mais en même temps c'était tellement triste, elles sont vraiment très proches en fait, elles ont vraiment une chouette relation et donc pour Juju ça a été difficile, maintenant elle a WhatsApp et donc elle discute beaucoup avec toutes ses copines et puis enfin, on lui avait fait un peu la surprise en fait avant de partir parce qu'on ne voulait pas qu'elle ait de téléphone portable et donc on lui a fait la surprise juste avant de partir, comme ça elle peut utiliser WhatsApp et rester en contact avec ses copines. Et puis Violette elle me parle souvent qu'on a la fille de nos amis qui sont également nos voisins. On vous fait aussi de gros bisous. Elles sont très amies les deux, donc elles ont exactement le même âge, à 3 semaines d'intervalle. Elles s'entendent très bien, donc elles nous parlent souvent d'elles. Maintenant, on ne peut pas parler de manque à cet âge-là, elle est avec nous, donc pour elle c'est ce qui compte. Il y a également le petit garçon de sa nounou avec qui elle s'entendait très bien. Elle en parle aussi régulièrement, donc elle ne les oublie pas. Mais pour autant, je pense pas qu'on puisse parler de manque. Non. Alors, plan B si c'est toujours tendu en âme sud. Ben voilà, donc on a fait le choix du plan B. Et pas uniquement parce que c'est chaud en Amérique du Sud, mais parce que ça nous correspond plus, je pense, à ce moment-ci du voyage. Et on a envie de vraiment de profiter sans trop se presser, sans prendre de risques. Ouais. On va pouvoir, par exemple, visiter le Nicaragua. Donc le Nicaragua, on l'avait rayé de notre liste. Déjà au moment où on avait créé notre itinéraire, c'était un peu la révolution au Nicaragua, donc c'était un peu dangereux. Et puis maintenant, ça l'est plus du tout. Et donc on n'avait pas le temps en fait parce qu'il fallait qu'on arrive fin février, début mars au Panama pour pouvoir mettre le camping-car sur le bateau. Et donc maintenant ça nous ouvre à nouveau plein de possibilités, on va pouvoir vraiment découvrir le Nicaragua, on va pouvoir passer encore plus de temps au Costa Rica parce que c'est un pays qui nous tarde vraiment on est vraiment très heureux de découvrir. Et au Guatemala aussi on va pouvoir y passer plus de temps que prévu, donc voilà, on se réjouit. Alors, quel a été le moment le plus difficile du voyage? Mais en fait, nous, je pense, depuis le début du voyage, on a quand même la chance de ne pas avoir eu de gros soucis. Je parle de soucis de santé, de soucis mécaniques avec le véhicule, de vol ou autre. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, on est chanceux, je pense. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment eu des moments qui ont été très difficiles. Par contre, si je parle personnellement, le passage de la frontière entre les États-Unis et le nord de la Baja California, c'est des cultures qui sont quand même assez différentes. Il y a regarde le dauphin. Ah oui. Il saute. Il y a des dauphins qui sont juste là, c'est magnifique, depuis hier on se régale quoi. Ils sautent là. Ouais. Donc en fait les cultures sont quand même fort différentes. On arrive sur aussi un pays où il y a de la corruption avec la police. Donc voilà, nous ça faisait 2 jours qu'on était dans le pays et on se fait arrêter par un policier de se faire raqueter. Et il nous demande de l'argent. Quoi. Donc voilà, c'est toujours un peu, et je pense que là ça met quand même un petit coup de pression, un petit coup de stress. Donc je pense que c'est ça, il faut juste un peu de temps d'adaptation. Donc voilà, après on a fait le sud de la Baja California, on a adoré, donc après c'est juste des changements qu'il faut prendre le temps de digérer un petit peu, mais pas de gros soucis pour nous jusqu'à présent, quoi. Non. Après c'est sûr que ici typiquement il y a plein d'animaux, d'ailleurs il y a un chien là qui vient s'installer près de nous. Tous les chiens ici sont des chiens errants. Donc il y a plein d'animaux un peu partout, il y a des vaches partout sur la route et typiquement il y a des animaux morts, mais des dizaines d'animaux morts partout, tout le temps sur les routes, quoi. Des chiens, des vaches, des ânes, il y a toujours des animaux morts sur la route. Et puis voilà, ici c'est comme ça, c'est entre guillemets habituel, ce sont des animaux errants. Il y a aucune, le soir les routes c'est quand même très très dangereux parce encore une fois il y a plein d'animaux sur les routes, aucune lumière.
Donc voilà, c'est aussi des histoires d'adaptation. Oui, c'est juste une question d'adaptation. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être perturbant et au final, ça fait un peu partie des moments les plus difficiles si on doit choisir un moment, quoi. Alors, ensuite, on en est où? Les filles demandent-elles à rentrer à la maison ou préfèrent-elles cette vie? Alors non, elles ne demandent pas à rentrer à la maison. Je pense que simplement elles savent qu'on y retourne en fait. Donc nous on n'a pas décidé de changer de vie, on ne devient pas nomade. Donc je pense que pour Julia c'est clair pour elle. Elle sait qu'elle retrouve sa famille, ses amis à notre retour. Donc non, franchement elle nous a jamais demandé à rentrer à la maison. Violette, encore une fois, elle est petite et elle, tant qu'elle est avec nous, elle est heureuse. Elle a plusieurs fois parlé de l'appartement en Suisse. Je pense qu'elle réclame ses jouets en fait. mais mis à part ça, non. Oui, parce qu'on est limité en termes de place, donc forcément on n'a pas pu prendre tous les jouets. Et elle en a quand même déjà pas mal. Hein. Elle en a pas mal. Mais donc je pense que c'est plutôt ça qui de temps en temps lui fait penser à rentrer, quoi. Alors, comptez-vous repartir avec Mani ou le revendre? Donc oui, on n'a pas pour objectif de le revendre quand on rentre en Suisse et on a envie de continuer à voyager avec pendant nos vacances déjà en Europe quand on rentrera en Suisse et comme on l'a dit, de toute façon on souhaiterait faire l'Amérique du Sud aussi dans quelques années donc voilà, clairement on ne va pas le vendre. Non. Alors qu'avez-vous fait comme vaccin? Ça je vais y répondre moi, c'est mon domaine. Donc tous les vaccins, les vaccins habituels classiques, on était tous en ordre. Diphtérie, tétanos, coqueluche, tout ça on était en ordre. On a fait en plus, les filles et Ced ont fait hépatite A, hépatite B. Moi j'avais déjà la rage. On a eu 2-3 injections de la rage. En fait ça permet d'être couvert à hauteur, il me semble, de 60%. C'est-à-dire que si on se faisait mordre par un animal qui a la rage, on aurait besoin uniquement d'une seule injection. Donc voilà, ça limite pas mal les dégâts. On a fait aussi la fièvre jaune et la fièvre typhoïde. Bon, en sachant que du coup maintenant on ne fait plus l'Amérique du Sud, je ne sais pas s'ils étaient tous nécessaires, mais voilà, de toute façon la plupart sont à vie, donc ce sera bon pour les prochains voyages, quoi. Ah oui, on a aussi le traitement anti-paludisme, donc malaria, paludisme, c'est la même chose. On a pris tout le traitement avec, et puis comme ça, au cas où quelqu'un était contaminé, voilà, on a de quoi se soigner. On a des kits, donc ça c'est super bien fait si ça vous intéresse pour partir. Pour éviter de prendre le traitement pour rien, en fait, on a des petits kits sanguins, donc c'est un peu comme des prises de glycémie. Et en fait, voilà, on teste au niveau du doigt et ça nous permet de savoir avec précision si on est atteint par le paludisme ou pas, et donc de pouvoir commencer le traitement ou pas. Alors, lors des visites dans les parcs nationaux américains, y a-t-il toujours un guide ou sommes-nous autonomes? Donc, dans les parcs américains, c'est assez bien fait parce qu'à chaque fois à l'entrée des parcs, il y a un visitor center avec les rangers qui sont là et au visitor center vous pouvez demander toutes les informations nécessaires pour randonner, les animaux, les choses à voir, les choses à ne pas faire aussi dans le parc. Donc après, une fois que vous avez ces informations là et que vous avez les cartes, vous pouvez y aller vraiment de manière autonome. C'est relativement simple, tout est hyper bien fléché, donc non, c'est très facile et c'est extrêmement bien fait. Et on est à 100% autonome une fois qu'on est dans le parc. Juste aussi, ça peut en intéresser pas mal, ils ont un pass annuel, le Magic Pass, hein, c'est ça? Non, le Beautiful Pass. Ah, le Beautiful, pardon. Rien à voir. Le Beautiful Pass, il est magique ce pass. Donc en fait c'est $80 et vous accédez pendant 1 an à tous les parcs nationaux américains. Donc ça c'était super bien fait. Il y a à chaque fois des zones camping dans les parcs qui sont peu chères et vraiment très bien organisées. Donc voilà, on est complètement autonome. C'est $80 pour la famille, jusqu'à je pense 6 personnes. Donc la voilà, famille et le véhicule. La famille et le véhicule, ouais. Et donc il y avait une sous-question, à quels endroits donc dans les parcs nationaux s'est-on senti privé de liberté? Donc il y a un seul endroit, c'était Antelope Canyon. On a détesté, donc Antelope Canyon est magnifique, hein, ça c'est certain, mais on a absolument détesté la visite. Donc c'est géré par les Indiens Navajo, donc ce n'est pas un parc national. C'est une réserve.
c'est une réserve Navarro, donc il y en a plusieurs dans la zone des parcs nationaux. Déjà premièrement c'est très cher, c'était 60 $ par adulte, 30 $ par enfant pour environ 1h30 de tour, et puis on était des dizaines coincés dans des espèces de petits couloirs, on devait attendre, avancer 3 pas, faire une photo pas plus, avancer, enfin on n'a vraiment pas du tout aimé, et c'est la seule fois dans les parcs entre guillemets où on s'est senti privé de liberté. Je crois que Monument de Vallée est aussi une réserve Navarro, ça fait pas partie du Beautiful Pass. Non. Mais en fait Monument de Vallée, si vous arrivez, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Et en plus, le bon plan, c'est d'arriver après 18h, comme ça vous rentrez gratuitement dans le parc et en fait vous avez le coucher de soleil sur... juste pour aller voir le coucher de soleil. Pour aller voir le coucher de soleil. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Alors, quels sont vos coups de cœur niveau ville? On y avait déjà répondu. Oui. Et donc maintenant, il reste juste 3-4 questions. Donc j'avais classé ça sous les questions personnelles. Donc premièrement, quels sont vos métiers et est-ce que vous avez démissionné? Donc alors moi je suis ingénieur en électromécanique et en fait je travaille pour une société qui est spécialisée en maintenance prédictive et fiabilisation d'équipements industriels. Et donc non, je n'ai pas démissionné, j'ai la chance d'avoir un patron qui est extrêmement compréhensif et qui m'a laissé partir donc, pendant une année, donc je le remercie. Et voilà, je retrouve je réintègre en fait la société quand je rentre en Suisse. Et donc moi je suis infirmière et la même chose que Ced, donc j'ai aussi la chance d'avoir un patron en or, Monsieur Wiesel, si vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et Nena aussi. Donc voilà, ils ont été absolument généreux tous, nos patrons, et puis très compréhensifs et donc on récupère nos boulots en rentrant et puis ça c'est vraiment c'est vraiment confortable quoi. On sait qu'on ne doit pas chercher de job en rentrant, donc voilà, on a vraiment de la chance d'avoir des patrons en or. Est-ce que Ju est la fille de Ced? Non. C'est plus une surprise non plus. Donc Ju est la belle-fille de Ced. Maintenant, il s'en occupe comme si c'était sa fille depuis le premier jour. Donc voilà, aucune différence entre Ju et Violette, mais biologiquement, ça n'est pas sa fille. Ils se sont toujours super bien entendus les deux. D'ailleurs, parfois, ils forment un petit clan et puis moi, je suis un peu en dehors de leur clan. Voulez-vous un troisième enfant? Alors, on réfléchit, donc ça change, ça varie, mais c'est vrai que on se laisse on va dire le choix en rentrant en Suisse. On verra une fois que le voyage sera terminé pour voir un petit peu, mais ça peut se faire. En fait, avant le voyage, on ne voulait plus d'enfants. On s'était dit que voilà, on était bien comme ça. Et puis au final, plus on y pense, plus on y réfléchit, plus on se dit qu'un petit troisième, ça pourrait être sympa. Donc voilà, on verra. Alors, dernière question. Voilà, donc sommes-nous locataires ou propriétaires? Donc comme on l'a dit, on est propriétaire en Suisse. Et donc c'est aussi la location de l'appartement qui nous permet en fait de financer une partie du voyage. Voilà, alors on a fait le tour de toutes vos questions, je pense n'en avoir oublié aucune. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent régulièrement mais qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc ce serait sympa de vous abonner. En fait, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, il faut juste que vous ayez un compte sur YouTube. Et puis il suffit juste d'appuyer sur le bouton s'abonner. À la fin de la vidéo, je vous mettrai d'ailleurs le petit bouton donc, sur notre logo. Il suffit d'appuyer une fois et puis vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Et puis voilà. On vous retrouve pour la suite de l'aventure en Amérique centrale et on espère que ça vous plaît et que... Donc là on est sur on a rejoint la côte Caraïbe, mais la côte Caraïbe Nord. Donc en fait on vous avait dit lors de la dernière vidéo qu'on se dirigeait dans le Chiapas. On a changé les plans étant donné que le Chiapas touche le Guatemala. On le refera, on visitera le Chiapas en remontant du Guatemala. Donc là on est on commence la côte Caraïbe et puis bien sûr on vous emmène comme d'habitude avec nous. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao ciao.